Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Face Cachée. Pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les épisodes précédents, évidemment, allez les écouter. Ils sont dispo sur Spotify, mais également en vidéo sur YouTube depuis le début de la saison. Comme d'hab, je suis avec Pierre. Pierre, tu vas bien ? Ça va très bien, Lucas, et toi ? Nickel, je suis très content d'être là parce qu'avec nous, aujourd'hui, on a Arthur Soyer, un chef de projet indépendant qui a déjà travaillé pour des artistes comme Hamza, El Grande Toto ou encore Prinsley. T'es bien placé pour parler du rôle des labels dans le rap, de la gestion de projet, tout ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu vas bien ? Ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Merci déjà plaisir, à toi d'être ici. Rentrons dans le vif du sujet. Arthur, tu bosses avec pas mal de labels. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer aux gens qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'un label et c'est quoi justement le rôle de cette entité dans l'industrie musicale ? En gros, un label, c'est une société qui va vous aider à marketer votre musique. Selon les contrats, éventuellement vous aider à produire votre musique. Donc on est sur un contrat artiste. Et en fait qui vont faire tous les accompagnements divers autour de la vente d'un projet phonographique. Donc soit la mise en circulation de la musique, que ce soit les packaging, marketing, donc tout ce qui est promo, vinyle, CD, etc. Mise en relation avec diverses personnes pour bosser justement sur ce même projet. Et en fait faire en sorte que la production phonographique soit la plus optimisée pour la vente au public. Ok, et dans les actions, dans le concret, ça peut apporter quoi à un artiste ? Enfin, un artiste, il bénéficie quoi ? C'est quoi la promesse qu'on lui fait généralement quand il signe un label ? La première promesse qu'on lui fait, c'est surtout l'argent. On va pas se mentir. Hein. Okay. Un label, en tout cas les plus gros, ils arrivent avec des enveloppes, avec des avances, avec des budgets, avec des équipes. Donc la promesse derrière, c'est ok, pendant X temps de préparation sur ton projet, tu vas être rémunéré parce qu'on t'a filé une avance. En plus de ça, tu vas avoir des équipes qui vont être dédiées à ton projet et à ta carrière pendant X projets ou pendant X années. Et voilà, la promesse, c'est une professionnalisation en termes d'équipe, en termes de structure, mais aussi pouvoir être étiqueté en tant qu'artiste professionnel parce que tu as eu une avance et que pendant X temps, tu pourras bénéficier de cette avance pour vivre ta vie d'artiste pleinement. Et tu vois, quand on est passionné de rap, j'imagine que tu l'es, d'habitude, on veut se lancer en tant qu'artiste ou à la limite en tant que beatmaker. Pourquoi, toi, tu as plutôt voulu aller un peu dans le business de la musique de ce côté-là ? Parce que j'ai beaucoup trop de respect pour la musique que pour prendre un micro ou que pour utiliser un instrument. Et qu'au-delà de ça, je me suis jamais senti artiste. C'est tout aussi simple que ça. C'est que j'ai eu, globalement, dans toute ma vie, je prenais pas mal de recul sur ce qui était fait. Et j'ai jamais eu l'envie de vraiment commencer à prendre un micro parce que déjà j'ai rien à dire. J'ai pas la vie la plus palpitante du monde. J'ai pas brassé je sais pas combien d'argent. J'ai pas fait je sais pas combien d'allers-retours dans des endroits un peu sombres. J'ai pas 1 million de relations amoureuses que pour en parler à travers 4-5 albums. Donc il y a déjà ce truc-là de légitimité. Et même au-delà de ça, c'était dans ma nature à moi personnelle d'être là plus comme un sidekick, comme accompagnateur, que comme vraiment la star d'un projet. Ouais. Et ça m'est même juste jamais venu à l'esprit, honnêtement. Okay. Et ça fait longtemps que tu as cette envie justement d'évoluer dans l'industrie musicale, ou toi qui es passionné aussi du monde digital, tu as peut-être juste eu envie à un moment de travailler en entreprise, etc. Bosser dans la musique, le fait de l'assumer vraiment, ça fait depuis 3 ans, 4 ans on va dire. Avant ça, c'était une envie, mais je pense comme pas mal d'auditeurs, on se dit, on écoute de la musique, on se dit waouh, c'est incroyable, on aimerait être comme ces gars-là. Parce que c'est ça aussi un des vecteurs de la musique, c'est vraiment faire rêver les gens et dire que on peut rêver à une vie meilleure. En tout cas, c'est ça que transmet énormément la culture rap et la culture hip-hop. Est-ce que j'ai voulu bosser dans une entreprise un peu plus corporate ? Je pense pas, honnêtement, ça jamais. Dans le sens où, aussi loin que je me souvienne, j'étais pas le gars bizarre, on ne dirait pas jusque-là, mais un petit peu de marginalisation autour de ce que je percevais de la vie. J'avais pas envie d'être occupé par mon travail et que ce soit juste un truc de ok, je fais 9-17 et puis j'ai fini. Non, moi je veux vraiment que
le travail, c'est pas forcément un truc qui est perçu par pas mal de gens comme quelque chose de positif. Moi, j'avais envie justement que ça ait un attrait positif pour moi dans ma vie de tous les jours et que je me lève le matin, je suis heureux de faire un truc que j'aime. Avoir un métier passion, quoi. Avoir un métier passion. Et il y a des gens qui t'ont peut-être envie qui t'ont donné l'envie justement de te lancer dans la musique particulièrement. Est-ce que tu as des noms à dropper? Ouais, j'ai des noms à dropper. J'ai un nom, perd son âme, un artiste qui s'appelle Lou Deprek, qui vient de ma ville, Lessines. C'est lui qui a notamment composé, écrit et chanté Sa plainte pour moi de Plastic Bertrand. Et c'est quelqu'un qui justement était dans la ville où j'ai grandi, une espèce de figure hors du commun, un peu hors du temps parce qu'il était totalement loufoque. Il laissait libre cours à sa créativité. Et au-delà de ça, même René Magritte, qui est né justement dans la ville de Lessines. Et en fait, toute la ville dans laquelle j'ai grandi a des personnages un petit peu surréalistes, un petit peu loufoques. Et je me dis, mais en fait, ces gars sont cool. Donc il n'y a pas que la musique, toi, c'est la culture en général. Ok. Et pour les gens qui nous écoutent, qui ont peut-être envie justement d'évoluer dans ce secteur, le business de la musique, est-ce qu'il y a un chemin à suivre? Parce que toi, je sais que tu as fait l'ISFEC, puis tu as peut-être commencé aussi un master. Un master à Saint-Louis, ouais. Est-ce que pour toi, c'est un passage obligatoire pour bosser dans la musique? Pour moi, c'est pas un passage obligatoire. Là où, perso, je me suis fait les dents, on va dire, c'est vraiment sur tester sur le terrain, bosser avec des artistes, confiance, créer une espèce de petite équipe autour d'un artiste, se faire confiance, on tente des choses ensemble. Si c'est pas bon, on assume, on essaye de faire mieux. Si c'est bon, on essaye de comprendre qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Mais c'est pas vraiment sur les bancs d'école qu'on peut apprendre ça, selon moi. En tout cas en Belgique, peut-être qu'en France, via des cursus différents, ça peut être le cas. Mais ce qui fait la richesse aussi de la culture rap et de la culture hip-hop, c'est justement que des gars qui viennent de nulle part puissent justement faire des choses qui sont beaucoup plus grands qu'eux et des choses qui n'ont jamais été faites autour d'eux avant ça. C'est vrai que c'est propre au hip-hop, ça. Et moi, j'ai l'impression aussi que ce que tu dis est grave pertinent dans le sens où il faut pratiquer, il faut être sur le terrain, il ne faut pas avoir peur de rater. En fait, c'est un truc qu'on valorise pas assez. Des fois, l'échec pour après en tirer des leçons. Je trouve que par contre, ce que l'école peut apporter, tu me diras si je me trompe, c'est un certain bagage théorique pour mettre en place certaines choses. Et donc, en fait, accélérer un peu le processus d'échec ou éviter certains échecs de débutants qu'on pourrait faire au début, que l'école va peut-être donner certaines clés. Mais je pense pas que ce soit, comme tu l'as dit, un passage obligatoire, quoi. Ouais, non, pour moi, l'école, c'est vraiment ce truc de prendre un petit peu de recul, savoir pas forcément accepter l'échec. Parce que moi, je trouve que l'échec à l'école et l'échec dans la vraie vie, ça n'a pas du tout le même ressenti. Parce que quand tu as un échec sur un projet, tu peux dire « Ok, j'ai merdé, mais je peux rebondir ». Quand tu as un échec à l'école, soit tu es en seconde cesse, soit tu es reparti pour une année. Et je trouve ça beaucoup plus... moins intéressant comme type d'échec. Et t'en tires moins. Et je trouve aussi que l'évaluation est différente, dans le sens où des fois tu peux avoir hyper bien révisé ton cours et c'est juste la manière de t'évaluer qui va pas te correspondre ou pas correspondre à ta manière de répondre et donc qui va faire que tu rates. Alors que sur la vie réelle, dans le terrain, si tu rates, c'est qu'il y a une multiplication de facteurs sur le côté que tu vas pouvoir assimiler, comprendre la source de ton échec et donc essayer de ne plus la reproduire par la suite, quoi. Donc c'est pour ça que je pense, en tout cas, dans la musique, et tu me dis si je me trompe, dans la musique ou dans d'autres domaines, mais là c'est parce qu'on parle de la musique, c'est faut pas avoir peur de l'échec et pas avoir peur de se lancer, de pratiquer, d'aller au contact des gens, de voir comment les autres fonctionnent, de faire confiance en sa vision aussi, pour après l'ajuster et voir ce que ça peut donner par la suite, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, la grande chance que j'ai eue, même au-delà de ça, dans mon expérience professionnelle, c'est que j'ai eu des gens autour de moi hyper bienveillants. Et justement, quand il y avait des moments de moins bien dans mon travail, les retours étaient constructifs, ils étaient justifiés presque tout le temps. Et beaucoup de confiance, de bienveillance. Et c'est ça le plus important. On n'a pas forcément ça dans le cadre scolaire où en fait, on vient à l'école comme si on venait prester, je pense, dans un 9-17 pour pas mal de gens. Et c'est ça la richesse des projets extérieurs et des projets qui tiennent à cœur. C'est qu'en fait, tu peux être OK sur un échec, mais tu prends pas mal parce que tu as donné ton maximum et que si tu as à refaire, tu ne ferais sûrement pas de la même façon, mais
en tout cas, tu prendrais les retours comme ils sont et tu ferais les choses de façon un petit peu plus positive et tu dépasserais tes limites en tout cas. Et du coup, tu as dit que toi, tu n'avais jamais vraiment voulu d'un 9-17 ou d'un métier où tu te lèves le matin et tu dis bon, je dois aller au travail. En plus de ça, tu es en freelance maintenant, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi un peu, comment se rythme un peu une journée type du coup d'Arthur Il n'y en a pas, je crois. Ouais. Du coup, je suis en freelance pour la partie production, chef de projet. À côté de ça, j'ai quand même un mi-temps dans un centre culturel, le centre culturel de Lessines, où je suis programmateur. Ici, je bosse sur un gros projet qui sera, moi, je pense que je peux le dire, qui sera un festival l'année prochaine. Donc, ce sera le premier festival urbain dans la ville de Lessines. Du coup, peut-être pour que les auditeurs qui connaissent pas, Lessines, c'est où? Province du Hainaut? C'est province du Hainaut, ouais. C'est à 40-45 minutes de Bruxelles. Ok. Et c'est là que tu habites, du coup? C'est là que mes parents habitent. Ok, ouais, donc ça te tient à cœur aussi? Ça me tient à cœur parce que justement, c'est ça qui fait que j'ai accepté le mi-temps là-bas. C'est que j'ai vraiment, personnellement, été un petit peu dégoûté du manque d'accès à la culture dans cette partie-là de ma vie. Je suis parti très tôt de chez mes parents. Dès que j'ai eu 18 ans et que j'ai fini les secondaires, je suis venu sur Bruxelles parce que j'avais pas un accès à la culture qui me plaisait directement à Lessines. C'était des choses beaucoup plus, un peu villageoises, mais pas de façon péjorative. Genre vraiment un petit peu, tout le monde se connaît, on fait des trucs entre nous, mais on va pas chercher quelque chose de forcément novateur. On n'essaye pas d'être forcément curateur de quoi que ce soit, en tout cas curateur de culture, malgré le gros background culturel dans la ville. Et ça, c'est un truc qui m'a un petit peu justement poussé à aussi, moi, essayer de m'investir dans la culture et qui a fait que je suis retourné là pour ce mi-temps à Lessines. Et tu as beaucoup parlé de ton entourage ici, juste avant, que ça t'avait aidé, etc. Au niveau business, c'est quoi un peu les postes, les métiers principaux qu'il y a dans un label, sans qui ce serait vraiment impossible de développer un projet? Tu parles de l'aspect business l'aspect pur ou vraiment les postes hyper importants dans un projet? Les postes hyper importants pour un projet, ouais. Après, qu'ils soient dans le label ou peut-être des services aussi parfois extérieurs. Chef de projet, je te le dirais évidemment. Quelqu'un qui est spécialisé, en tout cas qui a vraiment des facilités avec le digital. Ça, je pense que c'est... en fait, on peut plus faire ça. Tu peux plus passer par de la presse un peu plus traditionnelle, en tout cas sur le rap. Peut-être que sur d'autres genres, tu peux te permettre encore. Mais j'en suis même pas convaincu. Quelqu'un qui s'occupe des relations presse. En général, ils sont externes. Quelqu'un qui s'occupe du relation plateforme aussi. Que ce soit donc les DSP, Spotify, Deezer, Apple Music, Napster, etc. Quelqu'un qui fait de l'admin, parce que c'est une partie hyper ingrate, mais c'est essentiel parce que tant qu'il n'y a pas de morceau déposé, il n'y a pas de génération d'argent. S'il n'y a pas de génération d'argent, il n'y a personne d'autre qui est payé. Un artiste, évidemment, sinon c'est compliqué. Un DA, parce que le DA, en parallèle du chef de projet, va aider à garder un cadre cohérent autour du projet, que ce soit en termes de DA visuel, en termes de DA sonore. Aussi une certaine objectivité un peu, non? Parfois oui, parfois non, parce que ça reste des artistes, les DA. Ils ont leur vision à eux, c'est des visions qu'ils doivent adapter en fonction de l'artiste, en fonction des réalités du terrain aussi. Donc autant sur l'aspect musical, je pense qu'ils peuvent se permettre d'être, je pense, un petit peu plus novateurs en termes de propositions artistiques. Et encore, ça dépend les envies du label, les envies de l'artiste et de plein d'autres variables. Mais sur le point de vue visuel, tu peux être novateur, mais tu as quand même un climat global qui t'oblige à avoir un espèce de petit cadre. Et dans le monde du travail, il faut être de plus en plus polyvalent. Est-ce que tu as l'impression que dans l'industrie musicale, pour travailler dans l'industrie, il faut aussi avoir plusieurs casquettes? Ou est-ce que si tu sais faire une chose à la perfection, c'est bon? Un peu des deux. Je pense que si tu es un génie dans un domaine, tu trouveras tout le temps ta place. Moi, personnellement, je pense pas être un génie dans un domaine. Du coup, j'ai essayé d'être un petit peu plus polyvalent. Donc moi, j'ai une expertise un peu plus technique, on va dire, sur le digital. Donc de base, je fais du développement d'applications et du développement de sites web. Après, du développement, c'est un bien gros mot. C'était utilisation de CMS, c'était beaucoup de débrouille. Pour ceux qui ne savent pas, la CMS, c'est des applications tierces qui
qui permettent de faire du design pour site web, pour applications. Mais c'est pas vraiment du code. Maintenant, c'est encore plus simple parce que justement, quand on passe par ces différentes applications externes, il y a du code qui sort direct. On l'envoie directement dans la base de données. Par exemple pour WordPress, etc. Ou... Ouais, non, même pas. Je pense maintenant à une application comme Adobe XD. Ok. Ah oui. Et vraiment du design d'application, du design de site web. Maintenant, ça te génère en direct tes lignes de code où tu passes via des sites tiers qui hébergent tes sites. Et à ce moment-là, tu n'as même pas besoin de coder, tu as juste à adapter le visuel, quoi. Okay. Donc c'est beaucoup de débrouille via ça. Et puis j'ai appris sur le terrain beaucoup. Hein. De base, je suis chef de projet, officiellement chef de projet digitaux. Okay. Mais quand on gère un site web et quand on gère une sortie de projet, ça n'a rien à voir. J'ai pas forcément d'humain quand je bosse sur une application. Je dois penser consommation directement de la part de l'utilisateur et j'applique ça aussi sur les projets un peu plus artistiques. Mais il y a beaucoup plus d'humains quand on parle d'artistique parce qu'il faut comprendre un artiste, comment il veut s'exprimer, son image. Il y a toutes ces composantes-là d'un projet qu'on ne doit pas forcément anticiper sur une livraison directement d'un site web ou d'une application. C'est grave intéressant ce que tu dis sur l'aspect humain aussi parce que des fois les gens peuvent peut-être se poser la question de pourquoi les artistes communiquent d'une telle manière ou ne communiquent pas justement d'une telle manière. Voilà, par exemple, pour le moment, sur le côté promotionnel, on voit aussi, il y a un grand débat sur le fait que les rappeurs donnent de moins en moins d'interviews ou les donnent à un moment clé de leur carrière, etc. Vous, justement, qui travaillez peut-être autour de ça ou autour de tout ce qui va accompagner la sortie d'un projet, comment vous le réfléchissez en fait en fonction de l'artiste ? Est-ce qu'il y a justement une grande partie d'humain de comprendre l'humain derrière l'artiste pour adapter votre stratégie en fonction des désirs et des envies de l'artiste ou comment vous manipulez un peu à la fois le côté artistique peut-être avec le côté humain de l'artiste? Mais j'ai fait un parallèle tout de suite avec par exemple l'industrie aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis, ils bossent pas comme nous. Ils ont des espèces de guidelines où ils disent on a besoin de tel artiste, on va essayer de le formater en fonction de ce que le public demande. Ici, on fonctionne à un tempo différent. On a d'abord la musique, puis après, on essaie de faire un espèce de zoom sur l'artiste, de ses caractéristiques personnelles. Donc, sur un artiste A, ça va être que c'est un grand bavard, il est bon en interview. Mais je pense à un Sosomanes, par exemple, qui est hyper bon client d'interview. À chaque fois qu'il va en interview, et même maintenant sur Twitch, qui est vraiment à mourir de rire, qui te transporte dans chacune de ses histoires. Tout en étant ultra pertinent aussi sur la culture hip-hop, sur le regard aussi de son passé un peu tumultueux, etc. Enfin, je trouve qu'il allie grave bien les deux. Ouais, et ce qui permet aussi de le retrouver dans une diversité de formats assez étonnante. Ah non, il peut faire une interview sandwich, comme il peut faire un truc beaucoup plus social, etc., où il parle de la vie dans les quartiers. Donc lui, par exemple, c'est un bon client de ça, mais ils ont compris c'était quoi sa force. Sur justement, je rebondis sur ce qu'il y a sur les artistes de la Next Gen, qui font pas ou très peu d'interviews. Ça peut être pour plein de facteurs différents. Ça peut être tout simplement pour créer une rareté, comme l'a fait PNL, et ça leur a fait beaucoup de bien, comme l'ont fait pas mal d'artistes en seconde partie de carrière, parce que quand on parle d'un Damso, en début de carrière, c'était quand même beaucoup d'interviews. Même Nekfeu aussi. Nekfeu, pareil, beaucoup d'interviews, puis d'un coup, ça a switch. Donc, eux, ils sont peut-être plus focus sur la seconde partie de carrière, ce qui est possible. Et puis, au-delà de ça, il y a maintenant, comme il y a des artistes qui explosent relativement très tôt dans leur carrière, c'est possible qu'ils soient juste pas prêts. Ils n'aient pas les armes pour aller défendre un projet directement face à un journaliste qui va peut-être par moment attaquer sur des points un petit peu plus touchy, qui ne maîtrise pas. Ou personnel même. Et ça, je le comprends tout à fait. C'est même pas débattable. C'est s'il n'y a pas l'envie d'amener un côté de perso, il n'y a pas à l'amener. S'il n'y a pas envie de parler d'autres choses que de musique, il ne faut pas du tout l'amener non plus. Et tu vois, ces artistes-là, les artistes qui ne vont que très peu en interview, c'est quoi le travail, par exemple, d'un attaché? Tu vois, est-ce qu'ils ont un attaché de presse? Et c'est quoi le travail par rapport à quelqu'un, justement, qui est présent partout? Oui, ils ont un attaché de presse. Ça va être plus pour du relais d'information dans ce cas-là, de jouer sur, par exemple, s'il y a un clip ou ce genre de choses, mais ça va moins concerner l'artiste, c'est plus son contenu. Tu me dis si je me trompe ou s'il y a d'autres idées. Mais moi, ça m'arrive souvent de travailler, par exemple, avec des
avec des RP qui me disent voilà, l'artiste n'est pas disponible en promo. Mais ce serait bien de faire tel format. Voilà, mais on peut, voilà, en fonction de vos formats, de vos trucs, ou de si ça te dit, voilà, on peut quand même bosser sur l'accompagnement de la sortie médiatiquement parlant, que ce soit par le biais d'une chronique, par le biais d'une autre manière de communiquer, un relais de clip ou que sais-je. Voilà, c'est différent. Et peut-être qu'après, du coup, ça veut dire que quand l'artiste sera prêt à parler, si ça arrive un jour, peut-être qu'on nous donnera une interview, on n'en sait rien. Mais voilà, je sais pas si tu as quelque chose du coup à ajouter. Mais moi, je te dirais que c'est un petit peu un aveu de faiblesse de partir de ce constat-là, de juste dire, ok, en tout cas en tant que RP et communicant autour de l'artiste, parce qu'en fait, on peut créer totalement du contenu et créer des moments, des momentum autour d'un projet, autour d'un artiste, sans avoir la quelconque implication d'un artiste. C'est sûr, c'est plus dur, c'est galère, il faut être beaucoup plus créatif, mais tu peux te permettre d'avoir des moments forts sans avoir l'implication de l'artiste. Tu peux avoir, je sais pas quoi que ce soit, un moment viral sur un tournage de clip, un moment un peu intéressant en studio, qui n'a pas demandé l'implication directe de l'artiste, mais juste le fait d'avoir de l'organisation, des gens qui shootent autour de lui pour créer de la communication. En fait, il faut juste arrêter de voir l'aspect communicationnel d'un projet et d'un artiste comme le moteur étant l'artiste. Oui, on peut le voir, qui est le moteur, ça va être lui en tant que personne, lui en tant qu'artiste, donc via sa musique, mais en fait, on peut créer du contenu sur base de sa vie, sur base de ce qu'il représente et en comprenant juste comment le public fonctionne. Si le public, à un instant X ou Y, il a l'impression qu'il va avoir besoin de ça de l'artiste, donc il se dévoile un petit peu plus, qu'il prenne la parole ou quoi que ce soit, ok, c'est un truc. Mais des fois, il n'y a pas forcément ces attentes et il faut se permettre d'être un petit peu disruptif. Parce que le public, il n'y a pas forcément un monopole de comment tous les tenants et aboutissants en termes de communication au global. Donc il y a justement des aptitudes de communication dans la musique, mais il y en a aussi dans le cinéma, il y en a aussi dans les industries un petit peu plus conventionnelles. Donc à ce moment-là, il faut justement aller voir comment ça se passe dans d'autres industries, voir si c'est possible de s'adapter et si c'est adaptable. Et quand il n'y a pas forcément les formats, à ce moment-là, les artistes ont quand même des plateformes, que ce soit ça. Instagram, Twitter, TikTok, pour les plus anciens, c'est Facebook ça, en fait, ou quoi que ce soit. maintenant, avec la diversification des outils communicationnels à l'heure à laquelle on vit, l'époque de l'ère d'Internet, en fait, t'es même plus obligé de passer par les sphères médiatiques. Tu peux être directement ton propre communicant aussi. Ouais, non, clairement. Donc, ça demande juste beaucoup plus de créativité quand on a un artiste qui n'a pas envie de s'exprimer pour telle ou telle raison. Mais en fait, il y a toujours des solutions. Et ça, c'est à voir justement entre les personnes autour dont le métier, c'est communiquer, et les RP, s'il n'y a pas forcément une stratégie, que c'est que du relais d'information, s'il n'y a pas une possibilité de trouver un juste milieu entre la création indépendante de l'artiste et justement les relais médias pour créer des choses qui n'ont jamais été créées auparavant. Revenons un petit peu sur toi. Ton intitulé de poste, c'est plus chef de projet. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que tu as fait exactement, les étapes, tout le processus, par exemple le dernier projet d'Hamza sur lequel tu as travaillé, donc sincèrement? Sincèrement, je ne suis pas du tout chef de projet. Okay. Ce qu'on peut éventuellement dire, et encore, je ne suis pas trop fan de ça, c'est que j'ai été assistant chef de projet de Amir, qui lui s'est occupé d'une main de maître de toute la gestion du projet. Moi, mon travail, c'était plus un travail de proposition, dans le sens où des fois, on avait des rebondissements pendant le projet. Et l'objectif, c'était de trouver une solution pour s'adapter à ce souci qu'on a eu ou cette opportunité qu'on a eue. Et moi, mon travail, c'était d'être proactif dans ces moments-là, d'anticiper les scénarios les plus compliqués, les plus favorables, et d'arriver avec des propositions derrière. Donc sur Hamza, mon travail est plus de consulting stratégique, plutôt que vraiment un accompagnement day-to-day sur la gestion de projet, donc sur les livraisons, etc. Et on peut éventuellement, pour certaines personnes, voir ça comme de l'ADA, parce que dans ces moments-là, c'était de l'ajustement en termes de communication, en termes de visuel, en termes d'approche publique par rapport à certains visuels, etc. Donc c'est un rôle où il y a des aspects artistiques, mais qui conventionnellement a justement un attrait un petit peu plus d'analyse.
autour du projet. C'est pour ça aussi qu'on voulait te recevoir, parce que je pense que Hamza, maintenant, à l'heure actuelle, c'est un exemple qui va parler à la majorité de nos auditeurs, en tout cas, vu la place qu'il a pris dans la sphère rap, et même en dehors. Et vu qu'on avait envie, avec ce podcast, de montrer un peu aux gens ce qui se cache derrière la musique qu'ils écoutent, c'est pour ça qu'on était un peu curieux, par exemple, de t'avoir pour que tu expliques un peu, voilà, derrière la grosse sortie qui a été Sincèrement, il y a eu des choses, il y a eu du merch que tu portes d'ailleurs, il y a eu des interviews aussi, il y a eu des formats, il y a eu une tournée, et on voulait voir, voilà, un peu que tu expliques en fonction de ce que tu avais fait aussi, voilà, comment tout ça s'est mis en place, peut-être le temps que ça a pris aussi. Ils arrivent un vendredi matin, tout est beau, tout est rose, le nouvel album d'Hamza est sorti, mais derrière vous avez été plusieurs à travailler dessus pendant plus d'1 an sûrement, donc je te laisse un peu expliquer brièvement les grandes étapes et les grands momentum un peu de ce genre de sortie mainstream au final. Donc comment ça se passe exactement? Comme tu l'as dit, c'est un peu plus d'1 an de travail sur Sincèrement, presque 2 ans, même si on met en avant la création phonographique, donc la création des titres, le mix et le mastering, plus les divers featuring. Qu'est-ce que ça demande en termes d'équipe? Ça demande, nous on est en totale indépendance, distribution sèche pour Hamza, donc ça demande déjà avoir un label qui fait la distribution. Dans notre cas, c'était... Déjà, tu peux expliquer c'est quoi justement les différents types de contrats distribution sèche pour les gens peut-être qui savent pas. Du coup, il y a le contrat d'artiste. Ouais. C'est juste l'artiste qui fait la musique. Il n'a pas ses droits sur sa musique. Donc les masters appartiennent au label qui le produisent. Il y a le format de licence. Donc là, l'artiste a justement ses masters. Mais en plus de ça, c'est lui qui doit payer pour la création de son catalogue phonographique, et c'est lui aussi qui doit payer pour la cover, ou en tout cas les personnes qui s'occupent de sa production, parce que c'est pas forcément tout le temps l'artiste qui est en licence avec une major. Il y a la coproduction et la coexploitation. La coprod, c'est 50-50, mais les masters, c'est aussi 50-50. La coexploitation, c'est 50-50 sur les bénéfices, mais les masters appartiennent à l'artiste. Il y a la distribution sèche qui est juste le but du label partenaire, c'est de distribuer la musique. Donc à l'heure actuelle, c'est faire le relais vers les différents commerces comme la Fnac, Mediamarkt, etc. qui vont vendre les CD ou les vinyles. Et sur les plateformes aussi. Et sur les plateformes. Et encore, sur les plateformes, apparemment, ça dépend des labels. Je sais que nous, de notre côté, sur Hamza, il y a Anissa qui s'en occupe pas mal. Après, il y a aussi Nico de chez ADA qui s'en est pas mal occupé. Et en fait, c'est un travail d'équipe. C'est qu'on essaye de se créer des opportunités entre nous pour que le projet arrive dans les meilleures conditions possibles et soit accueilli dans les meilleures conditions possibles avec la meilleure promotion possible. Et du coup, nous, sur Hamza, il y avait Anissa Dialab, donc ex-manageuse de Damso, manageuse d'El Grande Toto et de Manal, qui s'est occupée de la partie plus communicationnelle, stratégie de communication, les contacts aussi pour créer cette équipe communication. Donc il y avait Sarah Babsa et Nicolas Van Dijk sur la partie RP. Il y a Amir et Oz qui sont les associés managers d'Hamza, qui eux sont occupés de la partie un petit peu plus gestion de projet et gestion justement des relations pour que la musique puisse se faire dans les meilleures conditions. Au sein de Just Woke Up, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Alex, qui s'occupe de toute la partie administrative, qui est en plus de ça tour manager. Et sans Alex, franchement, on ne saurait rien faire du tout, parce que c'est vraiment une pierre angulaire de tout le projet en général et de toute une carrière même. Donc hyper important. Il y a moi du coup qui était là en tant que justement un petit peu consulting stratégique, plus consulting digital, avec 2-3 apports en tant que fan de base. Parce que j'ai une des plus-values que j'ai eu sur ce projet-là, c'est que je connais très très bien la carrière d'Hamza, parce que de base j'étais très fan de l'artiste avant de devenir collègue de l'artiste. Donc ça c'était intéressant. Du coup, comme j'ai dit, ADA, Nico, Eros, Alassane, qui ont vraiment donné un coup de main énorme. Nous, on a aussi eu des gros partenaires sur le merch. On a eu aussi des gros partenaires sur la partie un petit peu plus communication digitale, donc Digital Fader.
Et voilà, en gros, ça demande quand même pas mal de gens sur un seul et même projet. Donc voilà, comme ça vous avez une bonne vulgarisation de tous les acteurs qui peuvent se greffer autour d'un projet. Se greffer autour d'un projet aussi important que la sortie de Sincèrement d'Hamza. Je suppose aussi que voilà, là on a été, vu que c'est le projet sur lequel tu as participé aussi, on a été très spécifique sur ce projet-là, mais je suppose que c'est pas un copier-coller en fonction des autres grosses sorties. Par exemple, pour reprendre une dernière, peut-être que la sortie de Freeze Corleone là n'a pas été travaillée de la même manière, mais globalement, tu me dis si je me trompe, hein, mais globalement on retrouve les mêmes postes, plus ou moins, avec peut-être des tâches différentes ou des manières de procéder différentes. Mais voilà, globalement, en tout cas, c'est pas juste un artiste qui va en studio, qui enregistre, c'est non, derrière, il y a toutes des équipes qui gèrent plein de choses. Et justement, toi qui bosses sur la communication, le marketing, tout ça, comment tu gères comment tu calcules la stratégie que tu vas mettre en place par rapport à l'artiste? Parce que j'imagine que c'est pas à chaque fois la même stratégie pour chaque artiste. Je sais pas du tout comment les autres bossent, honnêtement. Moi, ma façon de bosser, c'est que je reçois la musique, je connais les artistes avec lesquels je bosse, et à partir de ça, j'amène pas mal de propositions, soit des trucs très très aboutis, soit des trucs encore un petit peu flous, et on bosse ensemble sur les propositions finales. Mais par exemple, sur Hamza, je suis arrivé avec divers dossiers de propositions. Il y a déjà pas mal de travail qui avait été fait en amont. En vérité, même la majorité du travail avait déjà été fait en amont. Ils avaient les grandes guidelines. Du coup, moi, mon seul travail, ça a été de voir si c'était possible d'optimiser et maximiser certaines idées qu'il y avait eu. Sur un Prinsley, par exemple, c'est moi qui suis arrivé avec la stratégie, une proposition de stratégie sur la segmentation du projet, qui a été acceptée. Mais à côté de ça, il y avait d'autres personnes qui se sont occupées de la stratégie, filature. D'ailleurs, mon petit erratum sur Hamza, il y a aussi filature qui s'est occupé de l'ADA du projet, Ben Dorado aussi, et beaucoup de gens, quoi. Et Pablo Romaron qui sont occupés de toute la partie visuelle autour du projet, donc les covers et les clips. Je les avais oubliés. Désolé les gars. Et du coup, sur Prinsley, là on doit un peu plus doubler les postes, vu que c'est un projet un petit peu plus petit. On a quand même le label partenaire. Mais comme je pense tout le monde s'en doute, il y a moins de budget, c'est pas un projet blockbuster. Du coup, on bosse, même si c'est des gros budgets, avec une marge de manœuvre moins grande. Du coup, là, j'ai proposé la stratégie de communication, de segmentation et de diffusion de la musique. À côté de ça, je suis arrivé aussi avec une proposition d'aide marketing visuel qui n'a pas été acceptée. Mais c'est le jeu, c'est celle de filature qui a été prise parce qu'ils avaient déjà bien bossé dessus et que dans tous les cas, ça avait déjà été validé. Et après, sur HD La Relève, là, je suis arrivé avec une proposition qui n'a pas été acceptée. Et du coup, j'ai été sur un travail plus de co-gestion de projet avec Valentin de chez Belém et sur de l'apport réseaux sociaux aussi, beaucoup. Et les artistes avec qui tu travailles, c'est toi qui les sélectionnes, c'est eux qui te contactent. Comment ça se fait la mise en relation avec leurs équipes? Là, pour les artistes de chapitre 1, 13 Records, Just Woke Up, j'ai commencé un stage avec Anissa, qui elle était justement sur les divers projets. Et au fur et à mesure, j'ai eu un peu plus d'implication, plus de marge de manœuvre sur les projets. J'ai pas hésité à être proactif aussi, même si on me demandait pas de bosser sur tel ou tel projet. Je prêtais une petite oreille et j'essayais d'être au rendez-vous s'il y avait justement une place pour telle ou telle idée. Ou quand il y avait des moments de brainstorming, d'arriver avec justement un bagage de soutien assez conséquent. Et au fur et à mesure, j'ai un peu plus de confiance en moi, un peu plus de confiance justement de mes différents clients sur ma capacité à entrer dans un projet et à amener un apport sur un projet. Donc ça s'est fait comme ça. Et ici récemment, même là maintenant à l'instant T, c'est la première fois que j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir directement en me disant écoute, on aimerait bien que tu bosses sur un projet. Avant ça, c'était beaucoup de prospection de mon côté. Donc ça t'est jamais arrivé d'avoir une offre et de la refuser parce que t'aimais peut-être pas justement la direction artistique de l'artiste ou quoi que ce soit? C'est pas toi généralement qui sélectionne avec qui tu travailles, quoi. Si. En fait, oui et non. Dans le sens où les projets vers lesquels je vais,
c'est des projets qui me plaisent. Je me verrais pas aller sur un projet que je connais pas du tout, que je pourrais pas maîtriser, sur lequel je peux rien apporter. Et je pense que même professionnellement, si la musique te parle pas ou que le contact humain passe pas avec l'artiste, tu auras peut-être plus de mal d'être pertinent dans la stratégie qui va l'accompagner au jour le jour dans la sortie de son projet. Ouais, c'est exactement ça. Si la musique me parle pas plus que ça, c'est un peu compliqué parce que je sais pas comment le public réagirait. J'ai pas toutes les composantes culturelles qui sont autour du projet que pour vraiment optimiser la communication, optimiser le marketing et pouvoir être créatif justement en maîtrisant toutes ces composantes d'un projet. Donc ça me paraît impossible et même au-delà de ça, le contact humain, c'est en partie pour ça que je suis freelance. C'est que j'ai envie de bosser avec des gens que j'apprécie. J'ai pas envie de me retrouver sur un projet où je suis un petit peu étouffé, j'ai pas la place pour m'exprimer, j'ai pas la place pour amener mes idées. Et heureusement, j'ai jamais eu ça dans l'équipe avec laquelle je bosse actuellement. Au contraire, c'est eux qui m'ont poussé à amener mes idées. C'est eux qui m'ont poussé à être encore plus créatif, encore plus exigeant, encore plus demandeur des équipes avec qui on bosse et des artistes avec qui on bosse. Et c'est justement ce climat hyper sain et hyper pertinent au final qui a fait que je pense que la plupart des projets se sont bien passés. Et pour qu'un artiste signe en label, c'est quoi pour toi vraiment ce que les chefs de label regardent? Parce que moi j'ai l'impression qu'avant avant de signer un artiste, c'était beaucoup les chiffres qui primaient. Maintenant j'ai l'impression qu'on est plus dans le développement, on regarde plus peut-être le potentiel d'un artiste et c'est peut-être plus vite possible pour un jeune artiste justement de signer en label. Je sais pas si tu as l'impression qu'il y a une évolution à ce sujet-là ou pas. Oui et non. Ça dépend les positionnements des labels. Il y a des mastodontes qui, en fait, eux, ont tellement d'argent à proposer sur la table qu'ils n'ont pas besoin d'aller dénicher le nouveau talent, même si les coups de cœur, ça existe encore. Hein. Il y en aura tant qu'il y aura de l'art, il y aura des coups de cœur, et il y aura des projets qui seront un peu plus personnels. Moi, écoute, je ne sais pas exactement te dire comment ça se passe en label parce que je bosse qu'avec des indépendants et qui sont hors major. Donc, moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur et aussi à voir éventuellement si je peux y trouver mon compte financièrement parce que ça reste mon travail. Donc, par exemple, ici, sur une artiste comme Zonmé, avec qui je bosse, sur qui je suis chef de projet, mais un petit peu les couteaux suisses, on va dire, je dois m'adapter parce qu'on est un peu plus en comité restreint. C'est du très, très gros dev. On part de, entre guillemets, très bas en termes d'audience, on a des objectifs qui sont quand même costauds. Donc là, c'est un peu plus global et le projet m'a plu, les ambitions m'ont plu, l'artiste m'a plu aussi. Donc là, ça a été un petit peu facile. Et moi, si j'étais en label, oui, c'est clairement une artiste que j'aurais signée. Après, on parle d'une artiste qui a pour le moment, je crois, un peu moins de 1000 auditeurs par mois. Ouais. Donc c'est de l'ultra dev. Pour toi, les chiffres, c'est toujours entre guillemets important pour signer ça aide à se projeter. C'est que quand tu as, je sais pas moi, 10 artistes que tu trouves intéressants, tu peux pas signer les 10. Tu vas prendre celui qui a qui arrive dans la bonne niche au bon moment. Du coup, tu peux justement anticiper un marché qui va se mouvoir et sur lequel tu pourras t'implanter facilement. Ou alors, du coup de cœur, ça arrive, mais honnêtement, ça reste de l'argent. Donc, je pense que les coups de cœur, c'est un peu plus rare. Et après, tu as aussi des gens qui ont un buzz à un moment. Il faut aller se battre pour la signature. Et les gens vont se battre pour la signature. Et puis, ça dure pas aussi parfois derrière. Et puis derrière, parfois, ça dure pas. Comme tu as dit, c'est un buzz. Et il y a une polémique aussi, un débat qui hante un peu le rap français, qui a évidemment un rapport avec tous les métiers autour de l'industrie musicale. Tu me vois, je pense, venir. C'est cet amour des rappeurs pour maintenant le côté indépendant. C'est quoi, toi, ton avis justement sur la question? Les gars, soyez indépendants. Donc toi, t'es plutôt d'accord? Moi, je suis 100% pour ça. Puis même quand tu le vois aux États-Unis, un Diddy qui a rendu tout leur catalogue aux artistes qu'il a produits, c'est qu'on risque d'aller probablement vers ça, vers un plein pouvoir des masters, parce que l'industrie se fait un peu vieillissante. Il y a des codes qui sont un petit peu obsolètes maintenant. En fait, on est obligé d'être beaucoup plus flexible, d'être innovateur, d'être vecteur de créativité, parce que de base, pour moi, la musique et l'art en général, c'est ça. C'est qu'en fait, on est là pour faire réfléchir les gens, pour faire rêver les gens, pour aussi éventuellement amener du débat un peu plus global, un peu plus sociétal. Et ça, c'est un rôle que le rap et la culture hip-hop a toujours eu. Et pour moi,
se doit pas forcément d'avoir, parce qu'on peut être là uniquement pour du divertissement, mais qu'au bout d'un moment, quand on regarde l'historique d'un mouvement... Ouais, l'ancrage culturel est hyper important, encore plus dans le hip-hop. Encore plus dans le hip-hop, et moi je pense aussi à toute la vibe afro. En fait, quand on écoute un artiste nigérian, y a une culture qui va avec. C'est qu'on n'écoute pas juste un artiste pour sa chanson, il y a sûrement des gens qui l'écoutent pour ça. Mais moi, par exemple, quand j'écoute un Burna Boy, j'écoute un Burna pour tout ce qu'il a à me dire, même si, bon, j'utilise pas mal de traductions parce qu'il y a des dialectes qui sont propres au Nigeria. Mais je veux savoir tous les aspects culturels autour de sa musique. J'ai besoin de savoir justement un peu plus, savoir ce qu'il défend à travers sa musique. Et ça peut être justement soit des causes sociétales, soit un patrimoine culturel, soit juste une identité, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, peu importe. Mais il y a des valeurs qui sont véhiculées via la musique. Et ça, c'est tout le temps le cas. Et tu penses que, par exemple, les grosses maisons de disques, etc., est-ce qu'elles seront toujours là dans, on va dire, une dizaine d'années? Ouais, quand même. Okay, c'est juste que les formules vont devoir un petit peu se... Les contrats aussi dont on a parlé, peut-être aussi. Ça va devoir un petit peu plus se mouvoir. Tout simplement, je pense que Believe en est la preuve. Ouais. Eux, ils bossent beaucoup en distrib amélioré. Et en fait, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Ils ont de gros artistes. Ils ont un gars comme Jul. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, peut-être pour que le public comprenne, c'est eux aussi qui Jul. Jul, Naps, JJ Dinaz. Là, comme ça, j'ai plus d'autres noms. Et nous, en tout cas, Just Woke Up sur les prochains projets d'Hamza. Donc, en fait, il y a une grosse liberté. Il y a un plein pouvoir créatif et de gestion de projet, gestion globale d'une carrière artistique autour de l'artiste. Donc, eux, ce qu'ils valorisent, c'est que l'artiste gère son équipe et crée son équipe, son entourage sain autour de lui. Et après, c'est du partenariat, c'est de l'échange de bons procédés et selon les termes du contrat pour aller justement chercher des deals qui peuvent être favorables au développement de l'artiste, à l'exploitation du projet. Mais c'est vers plus ce genre de projet qu'on va. Même des artistes comme un artiste comme La Fève, il est en distrib, Daomi distrib, et ils ont le plein pouvoir dans leur communication, dans tout ce qu'ils peuvent faire autour de leur musique. Je pense que maintenant ça devient aussi un peu dur à l'heure actuelle de se développer sans en fait c'est un peu ce que tu viens de dire hein, mais sans avoir de distrib. En fait j'ai l'impression que la distrib est toujours le dernier chaînon manquant qui va manquer aux artistes pour justement se faire une place dans un écosystème plus important que le développement, quoi. J'ai envie de te dire oui et non, parce que ça dépend d'un truc. Le nerf de la guerre actuellement, c'est le streaming. C'est-à-dire que des CD, tu peux les presser de manière indépendante, tu peux aller les vendre soit quand tu as une date importante, soit un petit peu à la volée comme ça, ou via un site web. C'est totalement possible. Mais pour l'apport streaming, pour le contact streaming, tu as besoin d'avoir un contact avec un édito, que ce soit chez Spotify, que ce soit chez Apple, chez Deezer et autres plateformes. Et en fait, même ça reste une industrie. Les playlists aussi, certaines playlists se font via de la distrib. Les grosses playlists Spotify, par exemple, etc. Ça passe par... pour être placé dans ce genre de playlist aussi, c'est un contact, c'est de l'édito. Ouais, c'est un contact d'édito en fait. C'est que ton son passe par quelqu'un qui va pitcher ce son à un édito. Cet édito, ça peut être un collègue de travail, un collègue de réseau. Vous avez déjà bossé sur plusieurs projets. Du coup, il y a un contact. Ça peut être aussi éventuellement un ami dans certains cas. Et en fait, tu as besoin de cette validation, entre guillemets, par quelqu'un qui n'est pas autour de ton équipe que pour arriver à cette distribution en playlisting via les plateformes. Et même au-delà de ça. Prendre un exemple, par exemple, Mehdi Maizi, c'est ce qu'il fait aussi chez Apple. En plus des interviews, il a certaines playlists Apple Music à son nom, qui sont du coup éditées par lui-même. Ouais, c'est ça. Et après, quand tu es indépendant et que tu as ces contacts directs avec les personnes des plateformes, pour moi, tu n'as plus besoin de distribution. Sauf si vraiment tu veux être distribué à très grosse échelle, genre à la Fnac, MediaMarkt, etc. Là, à ce moment-là, tu en as besoin parce que tu peux pas tout faire. Mais
dans l'absolu, si tu prends beaucoup de temps, si tu arrives à te construire un réseau vraiment costaud, tu peux passer par telle ou telle personne. Après, on arrive dans des trucs qui sont tellement être indépendant pour dire d'être indépendant que c'est plus nécessaire. Et je crois que c'est Alpha One qui dit ça, que si en fait on veut vraiment être indépendant, bah, on crée nous-mêmes nos entreprises de pressage de CD, pressage de vinyle. C'est vraiment à ce moment-là que tu peux être totalement indépendant. Donc, c'est juste une position de point de vue. Moi, je suis plus partisan tant que tu es propriétaire de tes masters, ouais, c'est ça. Tu es indépendant. D'autres qui voient que en fait, si tu prends la plus grosse part du gâteau et que tu as tes masters, c'est vraiment à ce moment-là seulement que tu es indépendant. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, j'ai l'impression qu'ils se disent indépendants, mais au final, ils sont juste en distrib, quoi. Et c'est vrai que tu as raison, en vrai, être en distrib, c'est quasi maintenant être indépendant, être totalement AD, c'est quasi impossible. C'est impossible parce que tu as tout le temps besoin et même encore plus à petite échelle, c'est que tu as besoin d'apprendre en fait. Tu peux pas apprendre sur base de zéro. Et tu as besoin aussi, je pense, d'une équipe qualifiée pour t'entourer, et que déjà un artiste ne peut pas percer en gérant tout lui-même, que ce soit du coup tous les corps de métier qu'on a évoqués pendant l'épisode, mais que ce soit même à une petite échelle, mais déjà s'occuper de la musique, trouver des producteurs, trouver des clipmakers, trouver des gens qui vont gérer tes relations de presse, établir une stratégie de comment bien vendre ton album. En plus de ça, être présent dans les playlists Spotify, dans les playlists Deezer, dans les playlists Apple Music, c'est impossible de tout faire soi-même, même à une petite échelle. Et donc je pense aussi que c'est pour ça que le modèle label reste des fois intéressant pour certains, c'est qu'ils n'ont pas l'entourage sur le côté encore assez développé, ou juste qu'ils n'ont pas assez de personnes dans leur entourage pour gérer tout ça. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres équipes qui arrivent déjà en indé à être déjà très structurées, avec même des fois des juristes dans l'équipe, etc. Donc je pense que ça dépend, mais je pense que c'est pour ça aussi que des fois la solution label reste une solution envisagée par les artistes, quoi. Oui, et puis même si tu es signé même en artiste, parce que justement ton entourage n'est pas encore prêt, c'est pas un aveu de faiblesse. Ça veut juste dire que tu prends le temps d'apprendre, tu prends le temps de faire en sorte que tes gars se structurent autour de toi. Et au bout d'un moment, tu vas prendre ton indépendance. C'est pas un truc qui est figé dans le temps. C'est Luigi, je pense, qui a eu un peu ce genre de parcours-là. En tout cas, je sais plus si c'était un contrat de licence ou d'artiste dans une major, et qui après a quitté, a lancé Foufou Palace, et qui là maintenant s'est structuré avec tous ces gars au final, et qui vient d'annoncer un Bercy, donc c'est que tout se passe bien. Ouais, non, en fait c'est juste une question de temporalité et de vraiment besoin. Si t'as l'impression qu'il te manque vraiment, je sais pas moi, un chef de projet ou autre chose, et que t'as pas les ressources financières ou les ressources humaines pour assumer ce rôle-là autour de toi, oui, va t'aider de personnes en major, parce que personne n'a la science infuse. Et comme tu l'as dit, un artiste peut pas tout faire. Sinon, en fait, t'es plus artiste. Tu deviens chef d'entreprise à full time. Et même, c'est même pas une question de burn-out ou quoi que ce soit, c'est que ça va te mettre combien de temps pour sortir ta musique? C'est que tu vas bosser sur de la musique, le temps de faire tout ça solo, il y a peut-être 2-3 ans qui vont se passer. Ça peut être compliqué, ta musique sera peut-être plus pertinente, tu vois. Et c'est vrai qu'on entend souvent que le contrat d'artiste, c'est un peu le mauvais contrat. Moi, j'ai juste l'impression qu'en fait, c'est en fonction du besoin de l'artiste, quoi. Ouais, c'est clairement ça. Je pense que ça existera toujours en soi, le contrat artiste, même si là, il est beaucoup critiqué ces dernières années. Mais il y a Henri Jamet dans un autre podcast qui a dit que dans Rap Boss, qui a dit que le contrat artiste, en fait, aussi longtemps qu'il y aura un producteur, un artiste, ça existera. Et en fait, oui, ça dépend juste du besoin de l'équipe et de l'artiste à un instant T. Si tu as l'impression que ça va être ton cas sur 2 projets et qu'après tu sauras être totalement solo, tu vas pour 2 projets et après tu essayes d'assumer ces trucs d'un peu plus grosse indépendance. Si en fait pour toi le contrat artiste il fonctionne hyper bien et que tu veux juste gérer quelques pourcentages, tu le fais aussi. En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais contrat. Il y a juste des situations plus favorables ou non. Il faut juste se renseigner. Je pense qu'on est artiste, c'est peut-être ça un peu la peur que les gens ont, mais le contrat artiste en soi, ce n'est pas un mauvais contrat, quoi. Non, c'est pas un mauvais contrat du tout. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je vais te poser quelques questions un peu plus légères pour finir calme, en beauté, avec des recommandations, des anecdotes, etc. Ma première question, si toi, justement, ici, tu avais un projet sur lequel travailler, ou en tout cas avec un artiste avec qui tu aimerais bien travailler, ce serait qui? J'aimerais beaucoup bosser avec Kekra. Ok.
Je m'attendais pas à cette réponse. Hein. J'aimerais beaucoup bosser avec Keukra, parce que je suis très grand fan de Keukra. Et j'ai l'impression que... Mais tu vois, avant, tu nous avais dit, avant le podcast, tu nous as dit que tu voulais pas au début bosser avec Hamza parce que c'était ton artiste préféré. Maintenant, t'as plus peur du coup de bosser Maintenant, avec j'ai plus peur. Maintenant, je veux bosser avec mes artistes préférés. Ok, il y a je veux bosser avec mes artistes préférés. C'est que maintenant, je m'étais imposé un plafond de verre sur Hamza. Et en fait, il n'y a pas de raison. Ouais. C'est que on se respecte, on travaille ensemble. Il y a tout pour faire de belles choses. Et maintenant, si sur un autre profil qu'un Keukra que je connais pas personnellement, ça peut se passer de la même façon, moi je dirais viens, on fonce, tu vois. Et je me poserai aucune question. J'aimerais aussi bien bosser avec des artistes à l'inter. Bon, j'ai parlé de Burna Boy parce qu'en ce moment je me tue sur son dernier album. Mais c'est clairement le type d'artiste sur lequel je voudrais bosser. Un artiste comme Skepta, ce serait un bonheur aussi. Oh là là. Il y a déjà des petits messages qui ont été envoyés ou quoi, même pour non, même si j'envoie un DM là, il m'ignore. Tous, je pense tous. Bah après, t'as quand même un CV qui est pas négligeable. Ouais, mais j'ai une carrière qui est tellement jeune. Ouais. Je suis professionnel. Et puis surtout que là, on parle aussi de Skepta, c'est un mec qui déjà en 2015 était déjà au top de son propre pays. Donc, quand tu rentres en tout cas dans de l'inter, je parle pas pour Keukra, mais dans de l'inter, je pense que c'est des sphères où voilà. Ça tombe, Skepta, il n'a même jamais, et encore ça m'étonnerait, mais je pense qu'il a sûrement dû entendre le nom d'Hamza quelques fois, mais ça reste encore assez flou pour lui. Et à l'inter, ça reste encore d'autres volumes aussi, même en termes de stream. Enfin, un Burna en termes de stream, c'est affolant, quoi, le nombre de personnes qu'il peut toucher. Donc voilà, après, c'est tout ce qu'on souhaite, hein, franchement. Et je pense que dans le rap francophone, là, il n'y a aucune porte qui était vraiment fermée. Il n'y a rien qui est impossible. En tout cas dans le francophone. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà structurés. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui sont déjà structurés, qui ont déjà leurs équipes et pour qui ça fonctionne très bien. Donc à voir, puis même ça dépend des contrats, ça dépend de plein de trucs différents. Même de l'humain aussi, enfin, on n'en parlait pas, mais ça tombe par exemple avec Keukra, ça va pas matcher humainement et au final, dans une hypothétique rencontre avec Keukra, etc., si vous êtes amené à... Voilà, ça se peut aussi que ça ne matche pas. Là, je pense que ça a matché avec Hamza et ses équipes, ce qui fait que tu as accepté de rentrer dans le projet, mais peut-être que en fait, la réalité là-dedans, c'est que ça n'a pas marché avec Hamza et ses équipes, c'est que ça a fonctionné avec ses équipes. Du coup, ses équipes ont dit écoute, on va bosser avec un nouvel élément, donc moi, est-ce que ça te va? Et lui, il a dû dire oui à un moment, tu vois. Moi, la vérité, c'est que je bosse pas avec Hamza directement, c'est que j'ai très peu de rapport avec Hamza. Très honnêtement, j'ai dû le croiser 3 ou 4 fois dans ma vie. Mais ça se passe toujours très bien, c'est très cordial, mais en fait, je bosse avec ses associés managers. Ces associés managers, c'est eux qui sont mes clients. C'est pas Hamza en direct. Et en fait, s'il y a d'autres équipes à côté, d'autres personnes à qui je pourrais bosser, ce serait la même chose. En fait, c'est pas forcément autour de l'artiste avec lequel je bosse que je vais avoir du contact, sauf s'il est en auto-management et que c'est lui vraiment la seule personne gestionnaire de ça ou ses sociétés. Mais dans la plupart du temps, ce sera les managers qui viendront me débaucher ou moi qui vais aller faire un contact auprès des managers ou des producteurs. Et c'est à ce moment-là que ça va se faire. Mais le contact avec l'artiste, je suis pas artiste. Je suis pas musicien, j'ai pas forcément tout le temps un avis pertinent autour de la musique. Donc est-ce que je dois être en contact avec l'artiste? Non. Sauf s'il est partie intégrante à 200% de tout ce qui se fait d'un point de vue production phonographique. Mais ça dépend des artistes, ça. Oui, Hamza, il donne son final cut sur tous les visuels, sur tout ce qui est fait. Mais est-ce que derrière, c'est lui qui va aller chercher les équipes pour construire? Dans ce cas-ci, c'était pas le cas. Je pense qu'il a appris mon existence relativement tard dans le process, tu vois. Là où un Prinsley, il était au courant un peu plus tôt. Là où un HD était au courant un peu plus tôt. Là où un Toto aussi un peu plus tôt, tu vois. Mais c'est des échelles tellement grandes et que moi, pendant très longtemps, j'étais vraiment en bout de fil en termes d'importance dans un projet, que le fait que mon existence soit connue ou non, je pense que c'était même pas intéressant, tu vois. Après, plus je prends de la place dans un projet, plus ça devient pertinent. Et là, oui, c'est sûr que quand je vais débaucher un artiste ou faire en sorte de bosser avec lui, je vais soit le voir lui s'il y a la possibilité, soit de voir ses équipes. Moi, j'ai une question qui me trotte en tête parce que tu es encore assez jeune. Est-ce que créer une structure ou un label ou quoi, ce serait quelque chose qui t'intéresserait dans un futur, même peut-être Loata, mais... Ouais, c'est mon objectif pour mes 35 ans. 35, ah ouais, il y a une deadline et tout déjà. Ouais, j'ai des deadlines pour tout dans ma vie. Ok.
Des deadlines. C'est souvent conseillé en soi, hein, parce que sinon ça reste un rêve, quoi. Ça, c'est Anissa qui m'a pas imposé ça, qui m'a dit que en fait, c'était pas, il fallait pas avoir peur d'être ambitieux, il fallait pas avoir peur de faire de ses rêves des objectifs, parce que c'est une fois que ça devient des objectifs que tu arrives à essayer de trouver un chemin pour arriver à ces objectifs. Donc, par exemple, Hamza, mon objectif, c'était de bosser avec lui vers mes 30 ans. Et du coup... 5 ans d'avance, presque. Du coup, 5 ans d'avance. Être chef de label, c'était 40 ans de base. Et du coup... t'as fait le rabais de 5 ans. Du coup, j'ai fait le rabais de 5 ans, tu vois. Avant qu'on lance les caméras, je t'ai demandé peut-être de préparer une petite anecdote que tu avais sur ta carrière, justement, de chef de projet. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as en tête? Pas spécialement. À part que... Des fois, c'est cool de rencontrer les gens qu'on admire. J'avais peur de ça pendant très longtemps. Bah, des fois, c'est pas cool non plus. Enfin, des fois, c'est pas cool non plus. Mais en fait, il faut passer cette étape-là. C'est que pendant tout un moment, moi, j'ai pas voulu le faire. Parce que je me suis dit que je pouvais être déçu ou quoi que ce soit. Mais en réalité, il faut foncer. Pas trop se poser de questions. Moi, actuellement, je bosse avec des gens que j'admire. Je pense là, même pas forcément à Hamza. Je pense surtout à Amir, Oz et Anissa. C'est des gens qui ont des carrières immenses, qui sont des légendes de l'industrie musicale, en tant que compositeur pour Amir et Oz, en tant que manager pour Anissa, et maintenant Amir et Oz aussi en tant que businessman, tout simplement dans l'industrie musicale. Et en fait, c'est des gens dont moi, personnellement, j'essaie de suivre les pas. Il ne faut pas hésiter à échanger avec ces gens-là, à les chercher un maximum. Et passer le pas. C'est même pas vraiment une anecdote, c'est plus un truc de... Un conseil, quoi. Un conseil. Foncer. Et franchement, les regrets, on les comptera plus quand on sera mort, quoi. C'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est loi, comme ça, quand on est, entre guillemets, personne. Mais au final, quand on l'a fait, on se dit, en fait, c'était juste un peu d'audace, quoi. Ouais, c'était juste un peu d'audace. Et ce que tu dis avec les rêves aussi, c'est grave cool parce que je trouve que réaliser son rêve, c'est s'en créer des nouveaux. Et c'est un truc que plus on grandit, plus on a besoin de se dire... moi, je vois beaucoup de gens arriver à l'âge... Donc là, moi, j'ai 3 ans en moins que toi. Je vois beaucoup de gens mettre le rêve de gosse de côté pour se ranger dans un mode de vie un peu plus cadré, ou en tout cas ce qu'ils pensent être cadré. Que moi, j'ai toujours les mêmes rêves qui m'animent et que je commence à toucher du bout des doigts, que ce soit par interviewer des artistes que j'ai adorés ou qui m'ont bercé justement à cette époque-là, ou bêtement juste déjà même, tu vois, avoir un podcast ici chez Fun Radio que j'écoutais quand j'étais petit. En vrai, c'était un truc, je me dis, ce serait cool que ce soit moi derrière le micro. Maintenant, je suis derrière le micro. Et du coup, ça me donne, maintenant, à 20 ans, ça me stimule encore plus pour avoir d'autres rêves, peut-être plus grands ou pas, je sais pas, mais en tout cas, d'autres rêves à continuer. Et du coup, j'encourage grave les gens comme toi aussi à pas avoir peur de réaliser leurs rêves et de casser le plafond de verre, comme tu disais, que ce soit, peu importe le domaine, hein. Nous là on parle de la musique parce que c'est ce qui nous réunit autour de la table, mais peu importe ce qui vous anime dans la vie au quotidien, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que votre rêve, après l'avoir réalisé, va disparaître entre guillemets, que vous n'allez pas en créer de nouveau, ou que justement vous allez pouvoir vous dire c'était pas qu'un rêve, en fait, c'était faisable. Un peu une conclusion de un personnel. Peu, objectif millionnaire. C'est vrai, tu mets le piano derrière, on fera un bête de réel avec ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est que ça fait un petit peu écho à tous ces différents podcasts d'influenceurs, etc., d'entrepreneurs qu'on peut entendre. Mais c'est ça, en fait. C'est que là, dans nos cas respectifs, dans le pire, il y a nos rêves qui s'envolent, mais qui changent en tout cas. Et en fait, il faut juste pas avoir peur de ce changement. Parce que le changement, c'est perpétuel, on doit aller vers ça. Si on change pas, c'est que soit on devient un has-been de fou, soit on est à contre-courant de comment le tout se passe. Donc, oser, tenter. Il y a un gars avec qui je bosse en ce moment qui n'arrête pas de dire au final, on ne sauve pas des vies. Mais c'est la vérité. Donc, on vit à 100%. On doit juste ne pas avoir de regrets. Moi, ma plus grande hantise, et c'est encore le cas, c'est arriver à, 60 ans, 70 ans, me dire, purée, j'aurais dû faire ça, tu vois.
Et là, en général, je me pose pas la question. Ouais. Bon, la petite anecdote d'ailleurs, c'est que quand Lucas m'avait contacté, c'est que de base, j'avais refusé de faire le podcast. Ça, c'est vrai, on doit raconter. J'avais refusé de faire le podcast. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu refuses le podcast? Dans ma tête, j'avais rien à dire. Et je pense que j'ai toujours pas énormément à dire, tu vois. Ouais, on a quand même parlé 1 heure. Hein. Ouais, ça va. Ouais. Mais en fait. Et 1 heure avant aussi. Ouais, et 1 heure avant aussi. Ce que je reprochais surtout, c'était l'hypocrisie que j'avais face à ça. C'est que j'aimerais qu'en Belgique, on soit plus audacieux, qu'on soit plus indépendant, qu'on puisse se permettre d'arrêter de se voir comme les underdogs et de temps en temps un petit peu rentrer dans le tas d'autres personnes parce qu'on n'a pas la même façon de bosser en général. Il y a des projets belges qui sont signés en France qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes composantes culturelles, parce qu'ils n'ont pas la même vision de la vie, etc. Et c'est juste que même si on parle la même langue, on a des cultures différentes. Donc ça, c'est hyper important d'avoir cette cohésion-là. Mais pourquoi ça doit arriver? Pourquoi ça va arriver? C'est justement en tentant. En se disant pas « Ah oui, mais là-bas, ils ont un monopole, on peut rien faire contre eux ». C'est faux. Ça va être plus dur, ça va être plus long, ça va être des fois galère, mais à la fin, et quand ça fonctionne, c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Je vous jure, les gars, c'est des moments où je pense que quand ça arrive, tu les chéris toute ta vie. Mais du coup, c'est la bonne transition pour vous dire aussi que le Palais 12 d'Amza n'est toujours pas complet et que je trouve ça honteux. Et du coup, voilà, s'il y a des gens qui n'ont pas vu l'information passer, j'ai oublié la date, par contre, c'est en novembre. C'est le 16 novembre. 16 novembre, voilà. Du coup, prenez vos places. Si vous aimez Hamza, ce sera sûrement un très beau show. Et le couronnement du nouveau roi de Belgique, ça, c'est moi et ma subjectivité qui parle, mais voilà. Et en tout cas, on aura eu un bête d'épisode très complet. Merci beaucoup, Arthur. Avec plaisir. On va te libérer, mais juste avant ça, on va te poser une dernière question, je pense. C'est si toi, t'aimerais qu'on reçoive 2 personnes pour parler d'un sujet, est-ce que tu as des petites idées de qui on pourrait recevoir pour parler? Belge uniquement? C'est mieux, c'est plus simple, ouais. Mais sinon, tu peux quand même dire francophone, on peut tenter aussi. Hein. Moi, je vous dirais évidemment mes mentors, donc Amir, Oz et Anissa. Après, est-ce qu'ils ont le temps de se déplacer? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'avoir quelqu'un comme Gaylor Kiakou de Jeune Boss, ça peut être hyper intéressant parce que lui, il est justement cet intermédiaire entre pas mal de secteurs du pays. Donc lui, il est animateur radio chez Bruce. Donc il a son créneau émission qui s'appelle Ice. Il reçoit des artistes francophones, des artistes néerlandophones, à savoir que Bruce, c'est une radio néerlandophone bruxelloise. Et en plus de ça, il travaille autour de la partie relations presse, promotion chez Jeune Boss. Donc il a aussi un pied dans la production. Et je pense que quelqu'un comme ça, c'est justement le genre de personnes qui pourront faire qu'un jour, la Belgique soit plus unie en termes de culture, qu'on ne soit pas séparés justement sur la culture néerlandophone et la culture francophone, et qu'on arrive justement à faire des ponts et comprendre que, en fait, avoir tous ces différents backgrounds culturels au sein d'un même pays, mais d'avoir quand même ce belgicisme en commun, c'est une force. Hein. C'est une force énorme. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on est aussi intéressant, que ce soit en France ou même comme un Stromae à l'international. C'est parce que on a une culture unique, on a une culture hyper riche, et on est vraiment les fruits de tous ces différents mouvements au sein de notre pays. Ok, t'as d'autres noms ou c'est tout? C'est tout, c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, c'est déjà pas mal. Écoute, merci Arthur pour ces recommandations. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Merci évidemment à Pierre d'être encore et toujours là depuis un peu plus d'1 an maintenant. Il n'y a pas de souci. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Face Cachée, le podcast qui aborde la musique sous un autre angle. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.